Bonjour, ici Wilson Henley qui vous souhaite la bienvenue aux Infos TCBH édition du 15 octobre 2025. 3 représentants de l'équipe Horizon Citoyen qui brigue les élections au conseil municipal de Notre-Dame-des-Neiges sont venus nous rencontrer. Bonjour, Ghislain Vachon, ici à nos studios de Trois-Pistoles en compagnie de 3 des membres de l'équipe Horizon Citoyen qui se présente à la mairie de Rivière-Trois-Pistoles. Bonjour, mesdames et messieurs, ça va bien? Ça va bien? Oui. Donc, nous avons Mme Isabelle Moffett, vous vous présentez comme au poste de maire. Mairesse, oui. Mairesse, maintenant. Et puis, Gabrielle Ayotte-Garneau, nouveau conseillère. Oui. OK. Et puis ici, Jérôme Gagnon, vous êtes déjà élu, vous avez été élu par acclamation au siège numéro 3, c'est bien ça? Tout à fait. C'est bien ça. Donc, on va commencer par l'aspirante mairesse. C'est qui ça, Isabelle Moffett? Ben, ça va me faire plaisir de te répondre, Ghislain. Plusieurs personnes savent que je suis la directrice de la Maison Le Puy. Je suis une personne qui est très impliquée dans le milieu des Basques depuis très longtemps. Moi, j'ai à cœur mon territoire. Je suis une neigeoire, j'habite à Notre-Dame-des-Neiges, donc j'ai envie toujours de changer les choses dans la vie. Hein. J'ai démarré l'éco-fête il y a très longtemps. Je suis sur un gros projet avec le Puy là, pour le surcyclage des déchets textiles. Donc, j'ai toujours un projet là, de faire avancer ma communauté. Puis là, je me suis dit, bon, c'est l'occasion de faire avancer des choses dans mon propre milieu, dans mon territoire que j'aime tant. Puis c'est pour ça que je me présente à la mairie là, de Notre-Dame-des-Neiges avec une super équipe. On va continuer les présentations. Oui, Madame Ayotte-Garneau, parlez-nous un peu de vous. Ben, avec plaisir. Moi, je suis dans la région depuis 9 ans, donc certaines personnes me connaissent parce que, entre autres, je suis la directrice des compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles. Les grandes gueules. Le festival de rendez-vous des grandes gueules, mais aussi, c'est moi qui fais la gestion de la Forge à Bérubé, la salle de spectacle de la région. Je suis aussi impliquée dans beaucoup d'organisations et tout. Donc, un peu comme Isabelle, je me suis dit, l'implication dans mon milieu, ça m'a toujours porté, ça a toujours été au cœur de toutes mes actions, en fait, d'améliorer le milieu de vie dans lequel j'habitais et dans lequel ma communauté grandit. Et puis, la municipalité me semble un peu l'ultime lieu pour amener un développement à notre image. Donc, c'était vraiment ça l'idée en me présentant. Monsieur Gagnon? Oui, ben moi je suis natif de Trois-Pistoles, Notre-Dame-des-Neiges. J'ai grandi à Notre-Dame-des-Neiges. Je sais qu'il vous replace pas comme moi tout à l'heure. Vous êtes le fils Arnaud, c'est bien ça? Le fils Arnaud Gagnon, c'est en bien. plein ça. Parce que parfois, demain, on ne le connaît pas. Ah, ben oui, OK, là, on le connaît. Oui, c'est ça. Moi-même, à un moment donné, donc, un pistolois bien établi. Oui, je suis en affaires depuis toujours, presque, là, on va dire. Quand j'étais plus jeune, là, j'étais copropriétaire dans l'entreprise familiale, la quincaillerie Renault-Labrie. Après ça, j'étais propriétaire de Cadorama de 2000 à 2007. Ensuite, je suis devenu directeur général chez Feu de Verre Rio. J'ai été propriétaire 10 ans. Maintenant, j'ai vendu à ma sœur. Je suis directeur de la division industrielle présentement. Je suis toujours chez Feu de Verre Rio. Feu de Verre Rio. Donc, c'est bien parfait. Bon, les présentations, c'est fait. À ce moment-là, moi, je pose les mêmes questions que j'ai posées à tout le monde, fait équité à tout le monde. C'est quoi votre vision là, du monde politique, autant pour votre localité que pour les Basques? Il faut s'entendre, on est à moins de 9000, donc à un moment donné, lorsqu'on parle de nos municipalités dans les Basques, il faut un petit peu parler des Basques. Qu'est-ce qu'il y en dit? Je vous laisse... En fait, l'optique de Horizon Citoyen, c'est que nous, on veut que les gens se sentent plus concernés par leur administration municipale. Donc, on veut vraiment donner la parole aux citoyens. Dans toutes les décisions qu'on va prendre, on veut consulter notre monde. C'est pas le cas en ce moment? Ben, tu sais, avec le conseil municipal présentement à Notre-Dame-des-Neiges, on a 30 minutes par mois pour s'exprimer. Si on est 60, on a 30 minutes quand même. Donc, nous, on veut ouvrir ça. Puis plus loin que ça, on va aller vers les gens. On a un engagement électoral d'ailleurs qui vient de sortir, là, qu'on va faire des plénières de cuisine. On va aller chez les gens. Qu'est-ce que les gens sont satisfaits, pas satisfaits? On veut pas juste du chiolage, là, on veut avoir des satisfactions aussi pour se faire un cahier citoyen, puis après agir en conséquence lorsqu'on sera élu. Donc, que ce soit pour le développement, le déneigement, peu importe, on va avoir un cahier, on va avoir été sentir le pouls de notre population. Ça se fait pas tellement en politique présentement. Je pense que ça tend à changer, mais on veut faire de la démocratie participative. Fait qu'on veut que les gens participent, se sentent interpellés par ce qui se passe dans leur milieu. Donc, ça, c'est vraiment une grande ligne de tous les dossiers de Horizon Citoyen vont être traités
avec cette ligne-là. Une question, moi je suis tout à fait d'accord avec la participation citoyenne. C'est toujours au moment de la mise en application. Est-ce que les citoyens participent vraiment? Est-ce que c'est vraiment un désir des citoyens de participer? Parce qu'on a, je regardais, je jasais avec plein de gens. Il y a plein de forums. On a de la misère à avoir 3-4 personnes pour aller prendre le crachoir. Je pense qu'un des défis, c'est de rejoindre les gens pour qu'ils se sentent accueillis. Parce qu'effectivement, la formule conseil municipal n'est peut-être pas la bonne. Il y a rarement une grande part de la population qui se présente au conseil public. Donc, effectivement, l'idée d'aller vers des plénières de cuisine, d'aller à la rencontre des gens peut aider parce que quand on est sur un conseil municipal, les gens viennent nous parler tout le temps. Donc, il y a une volonté de participer et c'est certainement le palier politique qui est le plus proche des gens, des citoyens et citoyennes. Donc, nous, on veut s'assurer que tous les canaux de communication soient ouverts pour que ce chemin-là de conversation au moins, le chemin est là. C'est ça. Ça s'est déjà fait quelques fois avec succès. Il s'agit vraiment de trouver la recette pour que les gens soient à l'aise et que le rendez-vous semble intéressant et prometteur. C'est sûr, c'est un autre niveau. On regarde ce qui se passe en Suisse en ce moment. Vous savez, la démocratie suisse, là, est-ce qu'on change le jour des poubelles du mardi au mercredi, référendum national? Et puis les gens vont se prononcer. Là, on s'aperçoit, c'est rendu que les référendums suisses, le taux de participation, 30 25 On dirait que ça s'use quand il y en a trop. Est-ce que vous n'avez pas peur que... Oui, pour le moment, Ghislain, il n'y en a pas trop. Fait qu'on va, nous, on va aller vers l'avant, on va aller voir nos citoyens, on va même prendre le pouls. Comment vous voudriez que ça se passe? Parce qu'on n'a pas la vérité infuse non plus de notre équipe. On veut beaucoup, on va aller chercher le pouls, on va se dire entre nous, nous, on est assis, il y a 7 sièges là, lorsqu'on sera élu, mais on veut que les gens s'approprient ça, qu'ils viennent aux assemblées. On veut faire des assemblées citoyennes, pas en cas d'urgence. On veut faire une assemblée, on va parler de l'environnement. Qu'est-ce qu'on a à dire? Quel projet on peut mettre en place ensemble pour se sentir interpellé? Quand on fait des nettoyages de grève, il y a des gens qui se présentent, c'est notre grève. Donc, toutes des petites actions comme ça qui font que le citoyen de Notre-Dame-des-Neiges va se sentir interpellé et développer son sentiment d'appartenance à son administration municipale. C'est bien. Hey, vos priorités, là, si vous êtes élu, là, vous, d'octobre, vous faites quoi? Là? Le 3 octobre au matin, là, on va dire le 4, le 3 octobre au matin, on se remet de la soirée électorale. Je veux dire, le 4 au matin, c'est quoi vos priorités? Vas-y, Charles. La priorité qu'on va avoir après les élections, c'est quand même assez simple, c'est le référendum qui s'en vient. Fait que nous autres, comme nouvelle administration, comment qu'on va faire pour délivrer de l'information additionnelle par rapport à ce qu'il y a déjà? Il y a déjà de l'information qui circule. Il y a de la mauvaise information qui circule aussi. Fait que notre premier objectif, vraiment, c'est de délivrer une information, peut-être un message différent ou sous un autre angle. Puis c'est vraiment la priorité. Puis c'est pas parce qu'on veut pencher d'un bord plus que l'autre, mais c'est vraiment de livrer l'information parce que c'est le citoyen qui va décider. Et puisqu'on en parle, on parle de tout ça. On parle du regroupement. Vous êtes pour, contre? Bien, tu sais, nous, comme on est une équipe citoyenne, on veut absolument que notre population, il y a 1100 quelques électeurs, se sentent bien informés, en mesure d'aller voter avec les idées claires, pas de la désinformation, puis pas des trucs. On veut donner des exemples concrets de ce qui s'est déjà fait. Il y a des choses qui ont bien marché, il y a des choses qui ont moins bien marché dans les fusions municipales. On veut donner de la vraie information, on veut que les électeurs sortent voter. On veut un vrai portrait de Notre-Dame-des-Neiges. Qu'est-ce que vous voulez, oui ou non? Pas juste 2 personnes qui sont contre puis qui lèvent le bras haut et fort, puis pas juste 2 personnes qui sont pour puis qui veulent tant. On veut un topo de notre démographie là, qui va venir, puis nous, on va aller dans le sens de notre population. Si les gens votent oui, on s'en va là-dedans, on avance avec notre gang. Si les gens votent non, bien, on avance avec notre territoire puis notre gang aussi, c'est-à-dire la population de Notre-Dame-des-Neiges. Advenant que les gens disent non, parce qu'on en parle beaucoup, parce qu'à un moment donné, ça va devenir un peu risqué pour les gens de Notre-Dame-des-Neiges, toujours refuser. Parce que là, ça va bien. Hein? Ça va bien à Notre-Dame-des-Neiges. Là. Les finances, là, on présume, et avec raison, que d'ici quelques années, Notre-Dame-des-Neiges va faire comme toutes les autres municipalités au Québec. C'est des problèmes financiers. Inéluctablement, il va falloir avoir des économies d'échelle et puis ça va être la fusion. Est-ce que vous allez... Si les gens se prononcent non, là, c'est quoi? On ferme la porte à ça puis c'est fini ad vitam aeternam ou on se laisse mourir jusqu'à temps que...
Bien, ça, Justin, je pense que l'avenir va le dire. C'est-à-dire, on n'est pas là, on ne l'a pas vécu encore, fait qu'on va être capable de vivre ça une étape à la fois. Notre première étape, c'est d'aller rejoindre les gens pour que les gens aillent voter. Ça, c'est sûr. Puis on va mettre, comme Jérôme disait, toutes les informations possibles sur la table. On utilise les services de Trois-Pistoles. Beaucoup. Allègrement. Et il coûte cher. C'est parce que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il coûte cher, étant donné. Vous ne payez pas le prix citoyen, vous payez le prix. Vous payez. Les gens de Notre-Dame-des-Neiges payent le prix, on peut dire, service extérieur. C'est dans tout, là. C'est les écoles, c'est tout. Fait que on veut mettre en perspective parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah, les taxes, on va prendre la dette de Trois-Pistoles. Selon ce qu'on a comme plan du ministère, il y a des chiffres qui sont avancés. C'est pas nous qui les inventons, puis c'est pas les pour ou les contre qui les inventent, sont là sur la table. Donc, on va donner les bonnes informations. Puis moi, je veux vraiment qu'on donne des exemples aussi de ce qui s'est fait de bien. On voit la Pocatière, c'est en train de se faire ce regroupement-là. Est-ce que les gens sont satisfaits? On va aller chercher ces données-là pour que les gens se fassent une idée réelle de comment ça peut se passer, là, un scénario idéal de fusion ou de non-fusion. Là, de toute façon, il va toujours y avoir des gens qui vont être non satisfaits, on s'entend. Il faut encore vivre avec. Mais les exemples que tu as cités, Ghislain, c'est des bons exemples. On sent la préoccupation de 2-3 points en particulier. Puis c'est sur ces points-là qu'on veut travailler après l'élection pour vraiment mieux vulgariser, mieux répondre à ces inquiétudes-là spécifiquement. Pas juste donner des chiffres, des tableaux, là, mais vraiment leur répondre de façon concrète là, sur ces aspects-là. Okay, moins technique comme ça avait été fait. Exactement. Pendant les deux soirées de présentation. Donc, là, on arrive à la question qui tue. Moi, je peux tout le temps ça la question qui tue. L'autoroute 20. Fatalement, elle va passer à Notre-Dame-des-Neiges. Qu'est-ce que ça en est? Je l'ai posé à toutes les... Je l'ai même posé au maire de Saint-Simon la question. Donc, l'autoroute 20, quelle est votre position là-dessus? Bien, l'autoroute 20 est un projet qui, en ce moment, a été mis sur la glace pour des raisons. C'est un parce qu'on n'a pas d'argent. C'est ça. C'est un projet qui coûte extrêmement cher à la communauté du Québec au complet. Le gouvernement a donc revu ses priorités par rapport à ça. Il y a énormément d'études sur le terrain à faire avant. Donc, nous, c'est pas tant non plus une prise de position pour ou contre. Il faut que les études soient bien faites avant de se lancer dans un projet aussi gros et aussi coûteux. En ce moment, on n'a pas les résultats pour que ça se fasse la semaine prochaine. Donc, le projet a été mis sur la glace. C'est pas parti. J'aime bien tout le temps l'anecdote. J'étais à l'île Verte il y a une dizaine d'années, puis lorsqu'il faisait le prolongement de l'autoroute, et puis j'ai demandé à l'ingénieur qui s'achetait un sandwich en même temps que moi. J'ai dit, quand est-ce qu'on va voir ça, le pont sur la rivière Trois-Pistoles? Il m'a demandé mon âge. J'ai dit, tu ne verras jamais ça. Ah. De toute façon, comme on dit, c'est vraiment pas en tout cas, c'est pas un enjeu électoral présentement. J'espère qu'il a pris sa retraite, l'ingénieur. Ils vont dire, on va le trouver. Non, mais effectivement, c'est un ingénieur qui travaille sur la 20, puis c'est un ingénieur du ministère des Transports qui m'a dit, c'est quoi ton âge? Ah, il dit, probablement, tu ne verras jamais ça de ta vie. Je pense qu'on a vraiment un plus gros dossier, un enjeu électoral qui est le regroupement présentement. Puis on sait, là, ça a été annoncé là, que c'est sur la glace jusqu'en 2030. Puis... 2030, c'est demain. Oui, mais non, demain, c'est les élections. Après-demain, c'est le regroupement, le référendum. Puis après, on verra. Hein, on sera-tu là, on ne sera pas là? Je pense que c'est un sujet. Puis moi, j'abonde dans le sens de Gabriel parce que ça nous prend des nouveaux documents, parce que c'est désuet comme étude puis tout ça. Puisqu'on est dans les routes, vous en avez une autre route là, qui va... ça, on va le voir passer. Ici, la route là, qui s'en va vers Saint-Jean-de-Dieu. 2,93. 2,93, j'allais dire 2,95, ça c'est mon point de pays natal. 2,93 ici. Où est-ce qu'on en est, ça? Moi, je suis quand même assez au courant. Là. Je suis un peu impliqué dans ça parce que de toute façon, ça va passer chez vous. Ça touche mon terrain en partie, parce que mon terrain vient border la route 2,93. Présentement, je suis en processus de signer des servitudes avec Hydro-Québec. J'ai vendu des petites parcelles de terrain pour qu'ils puissent élargir convenablement la route. Les travaux d'aqueduc s'en viennent. Ça va commencer l'année prochaine au niveau du déboisement. Parce que l'aqueduc elle-même, c'est 2026. On m'avait dit que oui, là, mais là, je ne sais plus trop. Là, il passe ça à côté de la croix, monsieur? Juste en bas de la croix. En bas de la croix. Tout à fait. Le tracé est fait. On va passer les camions. Les expropriations sont faites. Les servitudes sont en train de se finaliser. Là, ça va contourner un peu le pied de la côte, j'imagine. Ça fait une légère courbe. Un léger S, là, on va dire. Il n'y a pas dynamité la montagne non plus. Là. Okay, donc, là, ça va...
Ça passe à l'ouest de la carrière. À l'ouest de la carrière, OK. Ouais. OK, donc, comme ça réaligne un peu plus, mais on aboutait avec l'autre. Hein, c'est beaucoup plus sécuritaire. Ça, le but, c'est d'éliminer les deux grandes courbes. Et surtout, la petite courbe qui monte, là, qui est dangereuse. Aussitôt qu'il y a un peu de... C'est glissant, il y a une Tout à vanne, fait. Ça va être éliminé. Il y a un fardier qui est poigné là-dedans, pas capable d'avancer. Là. Les devoirs ont été faits là-dessus. Donc, c'est beau, fait que ça continue. Hey, là, on en est rendu. Regardez, là, c'est au point de l'entrevue où je dis tout le temps, là, les gens vont dire, tu nous l'as dit souvent, cette farce-là, puis tu nous l'as dit que c'est une farce. C'est le temps de vendre votre salade. J'ai pas la vinaigrette, je vous laisse ça, les ingrédients et tout ça. Je sais pas comment vous voulez fonctionner, mais c'est le temps de vous adresser à la population de notre... À la caméra. À la caméra, si vous voulez. Donc, c'est le temps, si vous voulez vous adresser aux gens, c'est à vous. Ben, moi, je dirais le 2 novembre, à Notre-Dame-des-Neiges, votez Horizon Citoyen pour faire partie du processus, pour faire partie des décisions. On a envie de vous entendre, on a envie de travailler avec la population et pour la population. Puis ça se fait pas à 7 personnes, ça se fait en gang. On est une population de 1200 habitants. Donc, on compte sur vous, puis on a envie de travailler avec vous, la population de Notre-Dame-des-Neiges. Ben, j'ai pas grand-chose à rajouter, outre qu'on est une équipe qui veut vraiment se présenter pour vous, pour nous, on pourrait dire même, pour nous, la communauté. Donc, vraiment, venez nous rencontrer, posez-nous des questions, et puis on sera là aussi, après les élections, pour vous rencontrer et répondre à des questions. Pour ma part, je suis déjà élu. Je suis ici pour appuyer mon équipe. C'est sûr que j'ai des talents et j'ai de l'expertise dans certains domaines, mais j'ai pas tous les talents, j'ai pas toutes les expertises. C'est pour ça que j'appuie mon équipe, pour aller chercher des morceaux qui me manquent. Là. Puis on est une équipe assez complète oui, c'est ça, j'ai oublié de dire, vous êtes combien? Là? On est 7, on a les 6 postes de conseiller et le poste de maire, de mairesse. Puis on est une équipe complète. Donc on rejoint plein de monde, on a plein d'expertise, plein d'expérience. Puis, on s'en fait beaucoup parler. On est dans le vent, là. Entre chacun d'entre nous a des rebounds autour d'eux pour des questionnements, tout ça. Donc, je pense qu'il y a un intérêt à avoir une équipe qui est pro-citoyenne. Puis bientôt, tout le monde recevra ça sur le territoire par la poste. Oui, exactement. Moi, j'allais dire, on va vous le mettre, c'est parce que j'ai pas le droit. Mais, je l'ai pas fait à personne, fait que je peux pas le faire. Puis ça, ce petit hangar-là, vous avez nos objectifs, les noms des gens. Puis sur les bulletins de vote, vous allez avoir nos noms avec Horizon Citoyen qui vont être écrits. Moi, regardez, comme je l'ai dit à tout le monde, je vous dis pas pour qui voter, mais allez voter. Oui, allez surtout. Voter. Ils vont dire, es-tu fatigant? Oui, je le suis fatigant, je suis jamais assez fatigant là-dessus. Allez voter, contrairement à ce que les gens ont pu dire pendant des années, ils nous disent, ça nous donne le droit de chialer. Oui, ça vous donne le droit de chialer quand vous allez voter. Oui. Tout à fait. Ça vous donne le droit de chialer parce que vous avez initié le processus. Après ça, c'est aux autres un petit peu plus haut là, à fonctionner. Et si ça ne fonctionne pas, chialer. Donc, allez voter si vous voulez chialer. Mesdames et messieurs, ça m'a fait plaisir de vous recevoir. Je souhaite bonne chance à tout le monde. Merci, Ghislain. Et puis, c'est ça. Donc, allez voter. Le vote par anticipation le 26 octobre. C'est à quel endroit? À la salle communautaire de Notre-Dame-des-Neiges. Notre-Dame-des-Neiges. Et puis, on n'oublie pas, c'est le 2 novembre, les élections municipales générales partout au Québec. Au même endroit. Au même endroit. Donc, à la salle communautaire. La salle communautaire en face de la riveraine. Exactement. C'est bien ça. Donc, félicitations. Bonne chance à tout le monde. Merci. C'était Ghislain Vachon, ici à Trois-Pistoles. Nous nous sommes rendus à la Maison du notaire pour nous entretenir avec les responsables de l'exposition intérieure. Bonjour. Bonjour, Alexandra. Allô, merci. Merci d'être là pour nous parler du projet intérieur qu'on reçoit en ce moment depuis le 15 août et jusqu'au 20 octobre à la Maison du notaire. Donc, on est avec Yves Arnaud, qui est commissaire de l'exposition, et Geneviève Thibault, qui est l'artiste qui a travaillé avec nous sur le projet. Donc, je me demandais peut-être, pour commencer, si vous vouliez nous expliquer un petit peu comment est née l'idée du projet, d'où c'est venu cette idée-là de présenter ce que le projet intérieur là, rassemble des objets d'art qui ont été prêtés par des citoyens et citoyennes des Basses, ainsi que des œuvres de Geneviève Thibault. Fait que peut-être nous parler un petit peu de comment est né le projet, puis comment Geneviève s'est intégrée à tout ça, comment s'est fait cette petite danse-là qui a donné ce beau projet. Moi, la Maison du notaire,
c'est un lieu où on expose, on a des expositions d'artistes et j'avais le goût de faire découvrir à la communauté des Basques la maison du notaire. Je me suis dit, ben, la meilleure façon que les gens viennent ici, c'est de les impliquer personnellement. Je me suis dit, ah, ben, peut-être une bonne idée, ça serait qu'ils proposent un objet artistique qu'on pourrait exposer ici. Puis en même temps, ça nous permettrait de découvrir qui aime les arts dans les Basques. C'est quoi qu'ils aiment? Ils ont-tu des tableaux? Ils ont-tu des grands borduas dans leur maison? Ils ont-tu de l'art contemporain? Qu'est-ce qu'ils ont comme art chez eux? C'est un peu le point de départ du projet. Parfait. Là, Geneviève est arrivée sauter dans le bain. Mais oui, j'ai reçu une belle invitation, très, très tentante, puis qui collait très bien à ma démarche d'artiste par rapport à tous mes questionnements autour de la maison comme lieu de rencontre, d'exposition, de création aussi. Puis ben, ça m'a vraiment tenté de revenir. J'étais déjà venue rencontrer la population dans le cadre d'un autre projet, la population des Basques. Mais là, c'était une nouvelle occasion pour moi de venir cogner aux portes des participantes du projet intérieur pour aller aussi aller les rencontrer, mais aller voir aussi ces objets d'art-là que ces personnes-là proposent. Quel est le contexte autour? Comment est-il mis en scène dans leurs intérieurs? Comment est-il vécu? Comment il s'insère dans la vie quotidienne? C'est quoi les dialogues avec les autres objets aux alentours? Puis, mon apport est photographique dans l'exposition. Donc, j'ai photographié les objets dans leur contexte là, dans les maisons. Peut-être, est-ce que vous avez quelque chose à raconter ou à rajouter par rapport au processus? Parce que ça, c'est comment est né le projet, ou un petit peu l'idée de comment ça s'est construit. Et après, vous pouvez nous dire 2 mots là, sur qu'est-ce qui s'est passé, ça a été quoi les étapes, comment ça s'est construit tout ça? Ben, en mars l'année passée, 2025, on a fait un appel à la population. On a fait des cartes postales, on a mis ça dans les journaux. Ça, on a invité toute la population des Basques je pense que de l'Île Verte jusqu'à Saint-Fabien, jusqu'à Saint-Jean-de-Dieu. On a fait une grosse campagne de promotion pour que les gens nous envoient une photo, puis un petit texte de 50 mots pour nous dire pourquoi ils aimaient cette œuvre ou cette création artistique. Ça a commencé de même. Puis après ça, Geneviève, on a... là, je pense que je le dis, la deuxième étape, c'est qu'on a reçu, excuse-moi, on a reçu quand même beaucoup d'offres. On a reçu quand même plus de 70 personnes nous ont envoyé une photo et un petit texte qu'ils ont écrit eux-mêmes. Et on a été agréablement surpris, on était contents, touchants de voir en plus toutes sortes de monde de 16 ans à 80 ans et plus. À 96 ans, ma voisine, à 96 ans, on a eu de 16 à 96 du monde. 80 ans, puis on a eu toutes sortes de monde, toutes sortes de types de personnes qui ont proposé des grands amateurs, avec des gens qui font de la peinture, toutes sortes. Toutes sortes de types de monde, puis toutes sortes de types d'objets qui ont été proposés. Hein? Ça a été des œuvres faites par les gens eux-mêmes, à des œuvres plus professionnelles qui ont été faites par des artistes, à des œuvres qui ont été faites par des membres de la famille, à des objets trouvés, à des objets usuels aussi. Oui, on a eu même une genre à biscuits. C'est un des aspects, je trouve, vraiment intéressant du projet, c'est qu'à aucun moment, on a défini c'était quoi une œuvre d'art. Exact. Fait que dans l'appel de proposition, c'est vraiment, chaque personne est libre d'interpréter qu'est-ce qu'une œuvre pour cette personne-là. Puis, ce qui a fait aussi, ce qui a ouvert la porte à toute une variété d'objets, mais aussi, je trouve que ça contribue en fait à la réflexion entourant justement qu'est-ce qu'une œuvre, qui est quand même une réflexion assez importante en art là. Puis moi, je suis touchée par la variété, par les histoires qui sont racontées aussi. C'est toute une communauté qui se raconte. Puis c'est vraiment très touchant là. C'est riche en contenu comme exposition.
Ouais. On peut passer beaucoup de temps. Oui, c'est ça. Super. Fait que là, les gens ont amené, les gens ont proposé toutes sortes d'objets, les propositions ont été reçues, puis après ça, ça a été goûté. Ben, comme on avait 70 propositions, au début, on s'était dit qu'on exposait 15. Ouais, tu sais, ouais. on s'était dit 15-20. Tu sais. Puis là, en fin de compte, comme notre sujet, c'était que tout peut devenir de l'art, comment créer un critère, des critères d'évaluation? Comment dire que ça, c'est pas bon, puis ça, c'est bon? Tu sais. En fin de compte, on a accepté presque tout le monde parce que c'était le jeu qu'on s'était donné. Tu sais. Fait on expose 62 objets artistiques à la Maison du notaire. Et toi, tes photographies, il y en a quand même 19. Oui. 19 photographies d'intérieur. Exactement. J'ai utilisé, en fait, les photographies quand Yves allait rencontrer les 70 personnes. Il prenait des photographies sur place pour documenter, pour monter un dossier comme ça pour la planification de l'expo. Puis, j'ai vraiment, je pouvais pas me rendre chez toutes ces personnes-là. J'ai dû faire une sélection, mais je suis allée vraiment par coup de cœur, souvent en lien avec les décors, avec ce qui se trouvait, quand j'étais intriguée, quand j'étais, donc, toutes les personnes que j'ai contactées ont accepté que j'y retourne pour photographier comme ça les intérieurs. Puis il y a aussi quelques captations sonores dans l'exposition qui témoignent soit des ambiances sonores des maisons, la vaisselle qui se lave, la musique, la guitare qui est pratiquée, ou puis parfois c'est des entrevues aussi où les personnes, mais là on entend la voix vraiment de la personne qui raconte son intérêt pour son objet, puis les raisons qui l'ont amené à le proposer. Oui, j'ai oublié, il y a 7 postes, il y a 7 casques d'écoute avec un petit lecteur, puis on peut mettre les casques d'écoute. Et on entend, comme dit Geneviève a fait la captation, on entend les gens, des fois on entend quelqu'un qui fait la vaisselle, on se retrouve un peu dans la maison de l'objet. Parce que tu sais, on a quand même une société où le sport est très valorisé. Oui. Tu sais, on met beaucoup de sous dans le sport, des milliers de dollars. Et la culture, c'est comme si c'était le parent pauvre encore de nos bailleurs de fonds. Pas les bailleurs de fonds, mais de nos élus. Tu sais, je vais faire un peu de push, on est dans le moment des élections. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens dans les Basques, comme tu disais, qui carburent à la culture, qui ont chez eux, ils apprécient la photographie, la sculpture, les arts visuels et les artistes. J'ai rencontré des gens qui prennent des cours en histoire de l'art à distance dans les Basques. Fait que il y a beaucoup plus de gens qui c'est important dans leur vie, l'art. Tu sais. Je pense que c'est un des buts de la Maison du notaire et aussi de cette expo. Pour conclure, on aimerait bien vous inviter à l'exposition à la Maison du notaire qui est à Trois-Pistoles. Il y a 3 salles d'exposition, en fin de compte. Il y a 62 objets par les citoyens. Il y a 19 photographies faites par Geneviève qui sont exceptionnellement belles. C'est vrai. Hein? Merci. Puis il y a 7 postes d'écoute. Et aussi, ça va vous permettre... On a oublié de vous dire que Geneviève Thibault elle vient de gagner le prix de l'artiste de l'année du Bas-Saint-Laurent, le prix du CALC, du Conseil des arts et des lettres du Québec. Félicitations, Geneviève. Une belle reconnaissance du milieu. Oui, de l'artiste de l'année du Bas-Saint-Laurent, le prix du Conseil des arts et des lettres du Québec. Félicitations. Ça va vous permettre de découvrir son travail artistique. Les heures d'ouverture maintenant. Oui. Du mardi au vendredi, de 11h à 16h30 et le samedi de 11h à 15h. Monsieur Maurice Vanet, candidat à la mairie de Trois-Pistoles, est venu nous entretenir de sa candidature. Bonjour, Ghislain Vachon, ici à nos studios de Trois-Pistoles en compagnie de M. Maurice Vanet, qui est conseiller sortant au conseil de ville de Trois-Pistoles et qui est candidat, un des 2 candidats à la mairie de Trois-Pistoles. Bonjour, M. Vanet, ça va bien? Salut. Donc, les gens se posent la question. C'est qui, ça, Maurice Vanet? C'est une blague. Donc, Maurice Vanet est assez connu dans le coin. Mais c'est qui, Maurice Vanet?
J'ai débarqué ici il y a 50 ans et depuis ce temps-là, j'ai appris à aimer le coin de pays qui est Trois-Pistoles. J'ai appris à aimer les gens qui y vivent et j'ai surtout apprécié les moments de solidarité de ces concitoyens qui savent se montrer aptes à faire face à des défis. Donc, plusieurs réalisations. Plusieurs, oui. Écoutez, j'ai été directeur de l'école de langue pendant 22 ans. Et durant cette époque, l'école de langue a fleuri. On était rendu à 500 étudiants. Je me suis impliqué aussi, bien sûr, dans le Festival de contes qui va fêter son 30e anniversaire. Bien grande gueule. Là, c'est sûr qu'on est en différé, là, mais ça vient de se terminer là, pour la saison 2025. Hey, je me suis trompé l'autre fois. C'était quelle édition? C'était cette année la 29e. 29e, j'étais dit c'est plus que 25, j'ai pas pris de chance, mais je me suis pas trop trompé. Donc, c'était la 29e édition pour les grandes gueules. Et durant ces années, eh bien, je me suis impliqué dans d'autres dossiers. J'ai été en première ligne pour le fameux dossier de l'urgence sur le traversier. Donc... L'urgence, qu'est-ce qui arrive avec ça, là? Le savez-vous, vous? On ne sait pas encore, mais des fois, le personnel politique, ils ont des IQ, là, on essaye d'en faire. Ils tiennent ça sous la couverte pas mal, et puis ils vont avoir une surprise s'ils pensent qu'ils vont fermer ça les deux doigts dans le nez, là. Ça se ferme bien une route. Donc, c'est ça. Non, il paraît que je n'ai pas le droit de dire ça, excusez. En passant, il paraît que je n'ai pas le droit de dire ça. C'est incitation. On regarde ce qui s'est passé dans l'Ouest. C'est incitation, là. C'est sédition. Fait que je ne dis plus ça. On ne bloquera pas la 132. Puis, oui, mais beaucoup de trucs aussi. Là. Il y avait le barrage, vous étiez là aussi. Oui. Le barrage, là, il y a longtemps, pour ceux on va dire comme dans la chanson, les moins de 20 ans, ils ne savent pas de quoi on parle. Mais, donc, c'est ça. Là, ici, ça fait combien de temps que vous êtes sur le conseil de... Ça fait 4 mandats, donc 16 ans. 16 ans. Et là, je pense que c'est super important qu'il y ait des échanges d'idées sur ce qu'on veut faire avec la ville de Trois-Pistoles, avec les citoyens, ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut avancer, quels projets peuvent naître de la population. Ça va bien ou ça va pas bien en ce moment, la ville de Trois-Pistoles? Bien, je pense que, comme toutes les villes, on fait face à de nombreux défis. C'est une conjoncture qui n'est pas facile. La crise budgétaire à Ottawa, la crise budgétaire à Québec. La crise budgétaire ici. Puis, la crise budgétaire dans les poches de chacun de ceux qui nous regardent. Voilà, l'augmentation du coût de la vie, le manque de logement. Donc, il y a une série de facteurs qui fait que toutes les villes du Québec sont dans... C'est pas dramatique, là, mais... Là, les gens qui nous écoutent vont dire, avec tout ce portrait sombre-là, c'est quoi qu'est-ce qui peut motiver l'envie de se porter maire là, dans des conditions comme ça? L'envie de se porter le maire, c'est le fait que autour de la table du conseil de ville, il y a des possibilités d'avancer des projets. Par exemple, le logement. Est-ce qu'on a vraiment... tout fait. On a regardé les programmes pendant ces années-là. On a regardé les programmes, on a essayé de s'impliquer dans les programmes, mais est-ce qu'on a tout fait pour encourager nos entrepreneurs à avoir des chantiers de construction pour des logements abordables, diversifier le parc locatif? Je pense qu'il y a du travail à faire. Beaucoup de bâtiments ici qui sont en voie d'être des gros bâtiments ici. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de gros bâtiments à Trois-Pistoles, mais il y a plusieurs gros bâtiments à Trois-Pistoles qui sont en voie d'être comme déclassés. Là. On fait quoi avec ça? L'école, supposément, ils bâtissent une école pour en fermer 2 autres, oui. Mais ces 2 bâtiments-là, c'est des bâtiments qui pourraient effectivement servir à avoir des logements à prix abordable. Il y a le couvent, qui est une grande préoccupation. Qui est un bâtiment historique, premièrement. Voilà, au-delà du patrimoine historique, c'est qu'il y a un potentiel énorme. C'est vrai que il faut être ferré solide pour prendre ça. Là. Il faut avoir un bon compte en banque. Oui, bien c'est ça que j'allais dire. C'est que c'est évident que c'est des coûts, mais il y a des programmes. Pourquoi est-ce que Rivière-du-Loup a réussi à changer des couvents en locatifs? Il y a façon de le faire. Il faut travailler là-dessus. Puis je pense qu'on a le potentiel de le faire. On a une équipe administrative. Mais là, je dis ça, à Rivière-du-Loup, ça marche. Là. Il y a des défaitistes, je les entends à travers la caméra. Ouais, mais ça, à Trois-Pistoles, ça marche jamais.
Pourquoi? C'est quoi qu'il y a à Trois-Pistoles pour qu'on ait... Là, je vous le dis, là, en ce moment même, je fais ça, il y a des gens, j'ai dit, mon Dieu, il y a le lit dans notre esprit. Pourquoi qu'on a ça ici à Trois-Pistoles? Je pense que c'est pas vrai. Il y a des difficultés, mais on est une ville qui est située entre Rimouski et Rivière-du-Loup. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui pensent que c'est mieux d'encourager du développement dans ces deux grandes villes. Mais il faut voir que Trois-Pistoles, parce qu'il est dans un endroit stratégique dans le Bas-Saint-Laurent, qui a un potentiel. Et c'est pas vrai qu'on ne peut pas trouver des solutions. Et moi ce discours pessimiste-là... Mais on l'entend, hein, puis c'est profond, puis c'est pas anecdotique. Là. Les gens ici, quand il arrive un nouveau projet, c'est assez rare. Ils disent « Ouais, c'est plutôt... bon. Hein? » Ben moi, c'est pas ce que je ressens. Je me suis investi avec d'autres personnes sur le projet de faire revivre le PABA. Et on a un nouvel organisme qui s'appelle l'Escale. Et on a une réponse très positive à la fois des institutions locales, des institutions financières, de la ville de Trois-Pistoles. Les citoyens s'impliquent. Les citoyens s'impliquent, c'est ça le principal. Voilà. OK. Bon. C'est pour ça, parce que c'est au niveau citoyen souvent que le pessimisme arrive. Bien, il faut vaincre ce pessimisme-là. Oui, j'ai tout le temps dit... Rivière-du-Loup puis Rimouski, ce sont les banlieues de Trois-Pistoles, mais les gens ne me croient pas. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai arrêté de le dire. Hey, donc, une vision, on ne sait plus trop, on est un peu décousu. La vision de Maurice Vanet pour Trois-Pistoles, c'est quoi? Bien, la vision, c'est qu'il faut réapprendre à travailler ensemble autour de la table du conseil, de mettre les énergies des cadres administratifs, des employés de la ville et des citoyens pour créer une vague qui va faire que notre ville devienne encore plus dynamique qu'elle est, de travailler sur nos faiblesses, de travailler sur nos forces pour en arriver à une ville qui prospère, on espère prospère et pérenne, hein? Ouais. Parce que Trois-Pistoles, moi j'ai des amis qui viennent de l'extérieur de la région, ils arrivent ici, ils se posent toujours la question. Où sont les gros hôtels? Mais pourquoi que c'est pas... c'est tellement beau, hein? Pourquoi que c'est pas plus... ça brille pas plus comme ça? Bien, écoutez, je pense qu'on a quand même une réputation là, au niveau des événements. Vous avez vu l'engouement autour du Festival Western. Ah, ça a été un succès monumental. Le Festival de contes existe depuis 30 ans, puis chaque année, il y a encore plus de monde qui viennent. On aurait pu croire qu'on s'essoufflerait avec un événement assez niché quand même. Puis, une autre chose, les bénévoles, c'est parce que les gens oublient toujours. Les bénévoles pour faire vivre, c'est parce qu'ils vieillissent eux autres aussi. S'il n'y a pas de relève, ça devient difficile. C'est un aspect du festival pour lequel on n'a pas beaucoup de crainte. Mais c'est ça, ça repose sur les bénévoles. Voilà. Tant qu'il y a des bénévoles, ça fonctionne. Mais c'est le fait que vous parliez du... OK, il y a le Festival Western, puis il y a le Festival de contes. Moi, je vois ça. J'ose espérer, ça va devenir le début de l'année à Trois-Pistoles et puis la fin de l'année à Trois-Pistoles. Mais pendant l'année, il y a d'autres choses. Qu'est-ce qui se passe, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe entre les deux, là? Tu as le patinage artistique, tu as gymnase, tu as plein de groupes de loisirs sportifs et autres qui sont sur le terrain puis qui font du travail exceptionnel. Les grands moments de catharsis quand les gens sont à l'aréna puis que l'équipe locale gagne la coupe, puis quand le baseball ressuscite. Effectivement. Donc, il y a des grands moments pendant toute l'année et il y a beaucoup de gens qui y vivent. Bon, les bingos les mercredis soirs, c'est un endroit où les gens se réunissent. Absolument. Et puis, éventuellement, on va en avoir à la télévision. Ça va être une autre forme de réunion, mais c'est ça. Mais moi, ce que je parlais plutôt, moi, je suis arrivé ici il y a 23 ans, malgré tout. Le temps passe. Et puis, depuis que je suis arrivé ici, je me suis dit, le tourisme l'été, ça arrête seul. Hein. C'est beau, Trois-Pistoles. On met une petite pancarte, on met crème glacée à vendre, les gens arrêtent. L'hiver, plus difficile. Oui. Là, on a 4, 5 mois. Et moi, j'ai tout le temps dit, c'est un paradis pour le tourisme d'hiver, Trois-Pistoles. On arrive pour Trois-Pistoles-les-Basques, là, on s'entend. Pas beaucoup de personnes qui croient à ça, premièrement. Je me suis fait dire par du personnel politique, on ne croit pas à ça, le tourisme d'hiver. Alors que l'hiver, ici, on est sûr de l'avoir. Ou à peu près, en tout cas, quelques années encore, on est sûr de l'avoir. L'été,
c'est plus relatif. Hein? Quand on prend nos vacances l'été, on s'attend à ce qu'il fasse chaud, qu'il fasse beau. Parfois, au Bas-Saint-Laurent, on voit qu'est-ce que c'est. Mais l'hiver, les gens qui font du tourisme l'hiver s'attendent à ce qu'il fasse froid puis avec de la neige. On l'a, ça. Ici, dans la région, est-ce que le tourisme d'hiver, ça pourrait être... Il me semble qu'il manque quelque chose. C'est sûr que Trois-Pistoles, en tant que ville-centre, entouré moins d'activités hivernales, on peut dire, à l'extérieur, quoique. Mais je veux dire, en tant que ville-centre, Trois-Pistoles, s'il y avait du tourisme d'hiver ici, là, mais c'est quoi qui manque pour faire vivre ça, un tourisme d'hiver? C'est beau. C'est sûr qu'on n'aura pas les gens de Rivière-du-Loup et Rimouski. C'est pas eux qu'on veut. On veut des gens de l'extérieur, des gens qui ont de l'argent. Il nous manque rien, finalement. Bien, on est dans un champ, quand même, où il y a beaucoup de compétition. Je veux dire, tu as les cantons de l'Est, tu as les Laurentides, tu as Charlevoix. Nous, ce qu'il faut trouver, c'est quelque chose qui est plus à notre portée. On parle beaucoup du développement autour de Saint-Mathieu. Il y a plein de choses qu'on peut faire là, avec Saint-Mathieu. Saint-Clément en arrière, c'est beau, c'est le long de la Sénécoupée, les sentiers aménagés. Le Belvédère Beaulieu, c'est... En hiver, c'est peut-être difficile à y aller. Mais de calibre mondial, il y a des gens de calibre mondial au niveau... Donc, il y a des activités spécifiques à développer à partir de nos forces à ce niveau-là, que ce soit des pistes de ski de fond, des événements où il y a à la fois du ski de fond familial. Mais si on veut attirer des touristes, moi je pense que l'essentiel, le levier, c'est offrir des forfaits. Un forfait loisir extérieur, un forfait loisir culturel, loisir... Quand quelqu'un arrive, il y a sa chambre, il y a nombre de repas, voilà. Il y a un après-midi au Parc Saint-Mathieu. Le soir, ce que je rêve, des nuitées le long du Sentier national, dans des wigwams, avec peut-être les communautés autochtones ici en entour. On en a beaucoup, là, qui seraient peut-être intéressés à participer avec nous. Il faut trouver notre place à partir de ce qu'on a. On peut pas être concurrent avec le Mont-Tremblant. C'est pas encore. ça qu'on veut non plus. De toute façon, c'est pas le même, pas le même type de... Ici, moi, je pense que ce serait plus un tourisme un peu plus âgé que Mont-Tremblant. Plus tranquille, plus qu'on prend le temps... Moins Mont-Tremblant, c'est quand même... ça rentre au poste. Du genre de compétition de ski de fond. Ça aussi, sur le plat. Dans nos beaux paysages. On avait la course de chiens qu'on a perdue. Oui, ça c'était quelque chose qu'on peut peut-être le ressusciter. J'espère, parce que c'était rendu international. Oui. Et d'ailleurs, celle qui l'a organisée est championne mondiale. Diane Marquis, encore l'année passée, encore championne, en tout cas nord-américaine, certains. Donc, on a déjà une tête d'affiche. Il y a plein de trucs. Mais ça, vous dire, le monde va dire, ouais, mais là, c'est le maire de Trois-Pistoles, il parle sur Saint-Mathieu, Saint-Clément et tout ça. Les Trois-Pistoles par rapport à la MRC, ça fonctionne comment? Écoute, on ne peut pas vivre chacun chez soi. C'est fini ce temps-là. Surtout à 8 000 à peu près, non? On est 8 000. Pas 9 000, là. Puis à Trois-Pistoles, on est à 3 200 et quelques. Donc, non, il faut maintenir ce minimum-là, et puis il faut aller chercher d'autres personnes. Donc, il faut développer l'attractivité du milieu, il faut développer, une fois que tu as une planification pour attirer le monde, il faut les accueillir, les héberger, et ça, c'est un autre défi. Donc, est-ce qu'on en parle de ça, M. Vanier? Le fameux centre de congrès. Là, c'était pas sur notre liste de choses. Le centre de congrès. La localisation du centre de congrès, c'est pour que ce soit efficace. Est-ce que c'est l'endroit qui semble avoir été arrêté? Est-ce que c'est le bon endroit? Bien, personnellement, je pense que oui. Parce que il faut toujours mettre ces centres d'accueil-là, soit dans des endroits magnifiques où tu es à Trois-Pistoles, il y aurait eu d'autres endroits. On avait même pensé de faire un lieu d'hébergement près du camping. Donc, avec vue sur le fleuve, etc. Et là, tu es proche du centre-ville, donc ça encourage le développement des commerces de proximité autour de ce lieu-là. Donc, ça, c'est une option. L'option qui a été prise de mettre ça sur la 132, c'est que tu dis qu'il faut toujours se rapprocher aussi le plus possible
de la circulation là où le monde passe. Ça donne un signal. Et bon, ça se discute. Moi, je pense que le lieu... C'est vrai, il y a des gens qui m'ont dit, on va au Bas-Saint-Laurent, mais si vous faites un hôtel là, on va avoir l'impression que Saint-Laurent est sorti du Bas-Saint-Laurent. C'est parce qu'on ne voit pas beaucoup le fleuve, là. Alors que, au 4e étage, tu le vois. Peut-être, mais là, ça va. Mais je veux dire, au niveau, il y a d'autres endroits, mais en tout cas, le centre de congrès, c'est encore un élément qui est présent. Pour moi, c'est fondamental d'avoir un mini-centre, un congrès. Un centre de congrès. Un centre de mini-congrès. Il manque des chambres. Il manque des chambres à Trois-Pistoles, pas pour tout, là. Pas en hiver. Pas en hiver, ça c'est sûr. Mais encore là, on parlait des étincelles. Beaucoup de gens qui vont coucher à Rivière-du-Loup. Il n'y a pas de place. Ça, c'est vraiment... le Pistoleau aussi, le tournoi Pistoleau, où les gens obligés d'aller coucher à Rivière-du-Loup. Je sais, je suis bénévole. Bénévole, effectivement. Et donc, comment dire, c'est triste, c'est même choquant de dire on fait toutes ces activités-là. Et les revenus, les retombées, c'est ça. C'est évident. Et il faut travailler là-dessus. Il y a actuellement à Trois-Pistoles quand même une capacité d'accueil intéressante qui ne répond pas à tous nos besoins. C'est sûr que le Festival Western, si on s'équipe pour fournir ça à l'année, on va avoir de la vacance le reste de l'année. Voilà. C'est de trouver le... Et ça, c'est aussi le rôle du promoteur, de trouver le promoteur qui va être capable de proposer des solutions. 10, 15, 20 millions. Puis que la Ville soit en appui. Depuis le début, la Ville est en appui à ce projet d'hôtel. Et je pense qu'il y a façon d'encourager les promoteurs sans que le compte de taxes du citoyen augmente. Lorsqu'on parle du compte de taxes du citoyen, on va en parler tout de suite. Ils vont dire ils font les anguilles. Là. Le regroupement Trois-Pistoles, Notre-Dame-des-Neiges, Maurice Vanney, lui, qu'est-ce qu'il en pense? Bien, moi, je pense que c'est inéluctable à court terme même. On n'a que des avantages à s'unir. Écoutez, on a les mêmes défis, puis là, on dépense de l'énergie qu'on pourrait mettre ensemble pour faire face à ces défis. Il y a des économies d'échelle à travailler ensemble, c'est évident. Et au niveau des taxes, puisqu'on a commencé à parler, écoutez, on dirait que c'est difficile à comprendre que les études montrent qu'il va y avoir une baisse des taxes. Pas énorme, mais il va y avoir une baisse des taxes. Là, les gens qui sont contre, qui ne comprennent pas, ils disent « Ouais, mais nos taxes vont quand même augmenter. » Oui, mais, messieurs, mesdames, les taxes vont augmenter, pas parce que le taux de taxes augmente, c'est parce que vos maisons valent plus qu'avant. Et là, c'est le rôle d'évaluation. Puis qu'on soit regroupé ou non, vos taxes. De toute façon, c'est la MRC. C'est la MRC qui gère ça, le rôle d'évaluation, si je ne m'abuse. Le rôle d'évaluation, c'est le marché. Dans le marché, mais je veux dire, c'est au niveau de la MRC que c'est établi. Ça veut dire que Notre-Dame-des-Neiges soit regroupé avec Trois-Pistoles, ça ne change rien. Ça ne change rien. Le taux de taxation va baisser. Mais si votre maison a doublé de valeur, même si le taux a baissé, c'est ça, même si le taux a baissé, peut-être que votre compte de taxes va augmenter. Mais ça, les taxes, là, ça nous suit jusqu'au tombeau. Ouais. Donc, fait que le regroupement, donc vous êtes pour le regroupement. Bon, la question qui tue, la 20. Là, à un moment donné, ici à Trois-Pistoles, c'est sûr et certain, je connais les opinions des deux candidats. C'est pas là-dessus que va se gagner l'élection. Vous avez pas mal les deux la même. Ce que je peux vous dire, c'est que au tout début, j'ai fait passer une résolution au Conseil de ville qui disait, écoutez, avant de dépenser 1,5 milliard et plus, on veut que vous prouviez aux citoyens du Québec que la 20 est la meilleure solution. Dans le fond, c'était ça la résolution. Prouvez-nous que c'est la meilleure solution pour assurer la sécurité, oui, des citoyens, pour des automobilistes et des fermiers qui travaillent sur autour. C'est surtout eux autres. C'est surtout eux autres qui disent. Parce que les citoyens en tant que tels, vous savez ici, là, en général, Trois-Pistoles est une ville plus de retraités.
lorsqu'on va à Rimouski, on a plus de temps là, que le travailleur qui... Oui. OK? Sauf que l'agriculteur, lui, il n'y a pas le temps. Oui, il y a ce problème-là. Il y a le problème de la qualité de vie des gens qui sont sur la 132. Saint-Simon. Saint-Simon, ça fait longtemps que j'étais juste là pour... ça fait longtemps qu'il aurait dû avoir une voie de détournement. Juste pour une crème glacée à Saint-Simon, le claquement des plaques d'égout, ça doit être l'enfer. Écoutez, détournement de Saint-Simon, ça c'est une priorité. Après ça, encore une fois, je reviens. Prouvez-nous que c'est la meilleure solution. C'est quoi le tracé? Les études à réaliser. Là, on a mis ça sur la glace. On peut-tu avoir... Il y a eu des études réalisées, entre autres sur le défi géomorphologique du fameux plus haut pont du monde, là, à Trois-Pistoles. Plus haut viaduc au Canada. S'il change de nom, là, si c'est un pont, c'est correct, mais s'il tombe viaduc, c'est le plus haut au Canada. En tout cas. Ce que je veux dire, là, c'est qu'il y a eu des études géomorphologiques. On s'est battu pendant 3 ans pour avoir accès à l'information. Finalement, on a eu l'accès à l'information. 90% de l'information est caviardée et cachée. C'est quoi qui nous cache? Ça, c'est une transparence. Les études qui ont été réalisées, refaire un BAP, ça c'est dans notre résolution, refaire un BAP parce que le BAP date de 30 ans. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un bureau d'audience publique en environnement. Ça fait 30 ans. Donc, ça serait bien de le mettre à jour et donc le parcours. Puis là, en attendant, puisque tout le monde dit que ça prend une 20 pour la sécurité routière, ben oui, ça prend d'améliorer la 132 parce que là, on en a pour au moins 10 à 15 ans minimum, là. C'est 10 à 15 ans avant que... Un ingénieur m'a dit, il m'avait demandé il y a une dizaine d'années, quel âge as-tu? Oh, tu ne verras pas ça de ton vivant. Je veux juste finir. Oui. En attendant, sécurisons la 132 pour les utilisateurs, pour les gens qui vivent autour, et puis on aura le temps. De toute façon, le budget on n'a pas d'argent. Ouais. Hey, en terminant, Maurice Vanney, c'est le mot de la fin. Je vous laisse le mot de la fin. Si vous voulez vous adresser à la population, et puis c'est le temps de vendre votre salade, comme j'ai dit à tout le monde. Je ne vais pas jouer dans les vinaigrettes. Je vous laisse ça. Écoutez, le message est assez clair. Le 26 octobre et le 2 novembre, votez pour vous. Votez pour moi. Moi, je vais ajouter, votez pour qui vous voulez, mais allez voter. C'est ça, allez voter. Je le dis à chaque entrevue là, des personnes, des candidats. Allez voter. Plus que ça, vous avez des voisins, des amis, quelque chose qui ne savent pas trop. Là, c'est le jour de vote aujourd'hui. Amenez-les voter. Ils voteront pour qui vous donne. Mais allez voter. Fait qu'au moins, lorsqu'on... Moi, je suis encore de cette vieille école-là. Au moins, lorsqu'on a chialé, puis on a voté, on dit, ben là, j'ai mon petit droit de chialer quelque part. Donc, c'est ce que j'invite les gens. Allez voter. Votez pour qui vous voulez. Informez-vous, évidemment, avant, là. Mais allez voter. Et puis, c'est plus qu'un devoir de citoyen. C'est la base de nos sociétés. Sinon, à quoi bon? Maurice Vanney, merci beaucoup. On souhaite bonne chance, souhaitez bonne chance à tout le monde. Et puis, encore une fois, le 26 octobre, vote par anticipation et le 2 novembre, le vote général. C'était Ghislain Vachon, ici à Trois-Pistoles. C'était Wilson Henley pour les infos TCBH qui vous dit à la prochaine. La radio en mouvement. Flow 96.5. Voilà, c'était Nicolas Ciccone. Alors, à cette heure-ci, 10h28, on va tout de suite vous présenter notre capsule du Centre d'action bénévole des Basques. Et on va souhaiter la bienvenue et un beau bonjour à tous ces gens qui écoutent cette capsule du Centre d'action bénévole des Basques. Aujourd'hui, on a le plaisir, le privilège d'accueillir une bénévole au grand cœur qui offre son temps et sa bienveillance à travers les visites et les appels d'amitié. Et elle va nous partager son parcours et une histoire qui est profondément touchante et qui témoigne de l'impact humain du bénévolat. Et on accueille ce matin Madame Lise Marie Duguay. Bonjour Madame Duguay. Merci de me permettre de partager mon expérience de bénévolat.
Ben, c'est très gentil de votre part. Tout d'abord, Madame Duguay, pourquoi avoir choisi de faire du bénévolat dans votre vie, là? J'ai choisi de faire du bénévolat lorsque j'étais aux études en psychologie. Ma motivation à cette époque était d'acquérir de l'expérience en relation d'aide. Aujourd'hui, par contre, ma motivation est tout autre. Je suis maintenant retraitée et j'ai le goût d'offrir à ma communauté ce que j'ai pu acquérir au long de ma vie comme savoir-faire et savoir-être. Et puis, est-ce que vous avez d'autres expériences en bénévolat en dehors du Centre d'action bénévole? Oui, comme je disais, j'ai commencé tôt dans ma vie à faire du bénévolat et je n'ai jamais vraiment arrêté. Ma première expérience comme bénévole consistait à faire de l'écoute téléphonique à Suicide Action Montréal. J'ai aussi fait du bénévolat en accompagnement auprès des grands malades et des personnes mourantes, entre autres pour le groupe Présence de l'hôpital Notre-Dame de Montréal. Puis lorsque j'ai fait ma maîtrise en psychologie et relations humaines, je me suis aussi beaucoup impliquée à la Maison de la famille de Sherbrooke en offrant gratuitement des rencontres de relations d'aide auprès de leur clientèle. Bon. Et puis, depuis quand êtes-vous bénévole au Centre d'action bénévole? Depuis 2019. Je savais que j'allais prendre bientôt ma retraite et je voulais continuer à m'impliquer dans ma communauté. Puis les visites amicales qu'offre le Centre d'action bénévole des Basses m'attiraient beaucoup. J'ai donc entrepris les démarches nécessaires pour faire partie de leur équipe. Et c'est en mars 2019 que j'ai commencé à rencontrer pour la première fois cette dame que j'ai visitée pendant 4 ans, soit jusqu'à sa mort. Au début, je lui rendais visite une fois par semaine à sa résidence, puis nous sommes immédiatement bien entendus. J'avais le plaisir de l'écouter me raconter les événements importants de sa vie et ce qu'elle vivait dans son quotidien. Puis de son côté, elle m'accueillait toujours avec sourire et bienveillance. Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous a marqué pendant cette expérience? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, avec plaisir. La particularité avec cette dame, c'est qu'elle avait une excellente mémoire. Elle aimait beaucoup parler, puis c'était une femme de projet. Mais comme vous le savez, en mars 2020, nous avons dû arrêter nos visites à cause de la pandémie de la COVID-19. Puis, étant donné que le confinement ne se terminait pas, nous avons décidé de poursuivre nos visites amicales par téléphone. Sauf que le contact téléphonique était moins intéressant pour elle, étant donné qu'elle parlait quotidiennement au téléphone avec ses enfants. Puis elle avait 12 enfants. Donc. J'ai donc eu l'idée, pour agrémenter nos rencontres, de lui proposer d'écrire son récit de vie. Surtout que nous avions déjà abordé plusieurs événements marquants de sa vie. Je savais que ce projet pouvait l'intéresser, puisque cela lui permettait de réaliser un rêve. Puis cette écriture a été pour nous le cœur de notre rencontre, et cela jusqu'à sa mort. Cela lui a permis de faire une relecture de sa vie et de laisser un souvenir d'elle à ses enfants. Puis comme je lui avais promis, le jour de ses funérailles, j'ai remis à chacun de ses enfants son récit de vie. Je suis très fière de moi. C'est fait une expérience très gratifiante, et cela d'autant plus que ses enfants étaient reconnaissants pour le bien que j'ai apporté à leur mère pendant toutes ces années. Eh bien, c'est vraiment une histoire bouleversante et inspirante. Hein? Votre engagement a non seulement brisé l'isolement, mais il a aussi permis à cette dame de réaliser son rêve. Alors, le bénévolat, c'est souvent une relation d'échange. On donne, mais on reçoit aussi beaucoup en retour. Et qu'est-ce que cette expérience vous a apporté personnellement? Personnellement, cette rencontre avec cette dame, ce projet d'écriture m'ont permis de connaître une femme merveilleuse, remplie d'amour et de tendresse. Elle m'a ouvert à la fois son cœur et ses bras. Et je retire beaucoup de cette expérience, beaucoup d'amour. Et Madame Duguay, qu'est-ce que vous diriez, vous, à une personne qui hésite à faire du bénévolat au Centre d'action bénévole? Ben, pour moi, le bénévolat, c'est une école de vie. Aider les autres, partager mon temps, apprendre à servir, me permet de me sentir plus utile pour le bien-être de l'autre. Puis surtout, cela me permet de mieux me connaître et de développer des compétences. Je terminerai en disant que le bénévolat me rend heureuse parce que je suis simplement là pour être présente à l'autre sans rien attendre. Eh bien, alors, on va vous remercier infiniment, Madame Duguay, pour ce témoignage ce matin.